cas, merci, enfin vraiment au nom de la Technopole, de son bureau et de son conseil d'administration, pour les acteurs qui ont co-travaillé et co-construit cet atelier web sur un sujet de transition numérique. Donc, merci à la région Réunion, à Monsieur Jean-Pierre Potier d'être avec nous, à la Chambre des métiers de l'artisanat, Monsieur Chanfin, Monsieur Mourouvaille, Monsieur Cardia, et j'oublie peut-être personne qui m'excuse, représentant le CIRBAT, et puis une jeune entreprise qui est aussi un bel exemple territorial qui est issu de la Technopole, avec laquelle on terminera sur une solution numérique de gestion en temps réel des chantiers et orientée pour faciliter et gagner aussi au-delà de l'innovation, surtout en compétitivité. Donc cette action, bien évidemment, se fait aussi dans la territorialisation de la Technopole et de ses soutiens, et plus particulièrement également dans notre nouvelle dynamique technopolitaine dans l'Est, avec Élodie, avec qui vous avez pu échanger pour les acteurs qui sont présents et qui vont intervenir aujourd'hui au travers des différents dispositifs pour trouver des solutions durables, des solutions incrémentables dans nos économies du BTP, plus particulièrement, les bâtiments et travaux publics, et trouver nos solutions et montrer que là aussi que notre territoire est force de proposition, de création de valeur et de compétitivité pour les TPE, les PME, mais également pour les grands groupes. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous, Technopole, de pouvoir aussi partager avec les différents acteurs du territoire, dont le cœur de métier, c'est la TPE, la PME et l'entreprise du bâtiment en particulier pour ce webinaire autour duquel on se retrouve. Donc merci à Élodie et merci à l'équipe d'avoir aussi su fédérer et assembler ces faiseurs et ces constructeurs de solutions à apporter au numérique qui vont vous être présentées dans l'heure, dans l'heure, et on laissera bien évidemment un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à noter vos questions d'ores et déjà dans le chat que vous avez en haut à droite, mais également vous pourrez, selon vos besoins ou l'impériosité, intervenir. Donc n'hésitez pas à allumer votre caméra, à lever la main, et normalement on devrait arriver à vous identifier. Voilà, pour ma part, en tout cas, bienvenue. C'est vraiment un plaisir de pouvoir piloter et de pouvoir vous accueillir et de copiloter cet atelier web et de pouvoir aussi valoriser des solutions du numérique, aussi bien financières que logistiques qu'en moyens humains, puisque avant tout aussi ce sont des hommes ou des femmes qui travaillent au sein de la Technopole, de la région Réunion, de la Chambre des métiers et de Zotdata pour trouver des solutions et pour que notre territoire puisse au mieux accélérer sa transformation et sa transition vers les usages du numérique. Voilà pour ma part. Voilà, encore vous remercier pour vos présences. Remercier Élodie, et puis dans cette dynamique technopolitaine Est qu'on espère qui s'accélère de plus en plus, pouvoir là aussi donner un rayonnement à la compétitivité, à l'innovation et à l'outil qu'est la Technopole, cet outil territorial et régional pour le développement économique via l'innovation et renforcer la compétitivité. En introduction, bon voilà, on avait fait une petite étude, mais sur 54 entreprises, mais rapidement voilà, on a un peu un niveau peut-être, en tout cas au niveau des entreprises qui ont été consultées, un retour d'expérience ou d'usage sur le numérique. Donc on ne peut avoir que du développement devant nous et des opportunités de développement économique et social dans ce qu'on appelle aussi un peu
les tech for good qui peuvent apporter aussi du confort, de la qualité de travail au niveau des collaborateurs et des salariés, qu'on peut-être arrivera enfin dans les méthodes BIM ou dans les méthodes de gestion en temps réel des équipes. Juste pour rappeler les intervenants hein, de notre webinaire, donc on aura l'intervention de Monsieur Potier, Jean-Pierre, DIDN, directeur de l'innovation et du développement numérique de la région Réunion. Il nous présentera donc le chèque numérique qui fait fureur et la fiche action FEDER. Ensuite, moi, je reprendrai la parole sur un dispositif que la Technopole porte depuis quelques années, qui est le Diagino, qui est un des dispositifs de BPI France d'amorçage et d'un financement simple et rapide pour commencer une première démarche innovation. Et ensuite, on aura les interventions sur la transition numérique et des projets en cours de M. Mourvaille Alcé, le secrétaire général adjoint de la Chambre des métiers de l'artisanat de la Réunion et directeur du CIRBAT, M. Chanfin, responsable du CIRBAT, et M. Cardia Jani Damien, chargé de développement économique du CIRBAT. Et enfin, pour terminer, enfin pas pour terminer, puisqu'il y aura en espérant que les questions soient nombreuses, on aura donc l'intervention de M. Donze Johnny, qui est issu donc, de la Technopole et qui aujourd'hui, comme on dit dans le jargon, est un peu sur son time to market et nous présentera donc sa solution numérique de suivi de chantier en temps réel. Merci Jean-Pierre pour ta présence et les actions multiples que tu mènes actuellement auprès de l'économie et des acteurs économiques. Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Laurent, donc Jean-Pierre Potier, je suis en charge du développement numérique, notamment à la région, et puis aussi des aspects de l'innovation et aussi du secteur et de la filière audiovisuelle. Aujourd'hui, je suis donc avec vous pour vous parler de deux aides qu'on a mis en place au niveau de la région sur le numérique. La première donc concerne le dispositif chèque numérique. Alors globalement, ça fait un moment que la région travaille donc dans le contexte du numérique et que on essaye de mettre en place un certain nombre d'actions qui sont à la fois des actions un peu collectives, de mise en cohérence des différents projets, bien sûr des actions aussi d'aménagement numérique du territoire, d'accompagnement de la filière, et puis on travaille sur la transformation numérique et la transition numérique des entreprises, qui est notre sujet. Donc je disais, je vais vous présenter à la fois donc le chèque numérique et puis une nouvelle fiche qui a été créée en fin d'année dernière, qui mérite d'être connue, une fiche FEDER qui permet de financer des projets un peu plus importants. Alors, le chèque numérique, en fait, c'est un dispositif assez simple qui a été créé pour accompagner donc les petites entreprises plutôt de tout secteur dans leur transformation numérique. Donc, petites entreprises, ça veut dire moins de 10 salariés. Ce sont plutôt des entreprises qui sont référentes, on va dire, de la Chambre des métiers ou de la Chambre de commerce. Et donc, ce dispositif permet de financer soit globalement de la visibilité sur le web, de la communication des entreprises, de leurs services, de leurs activités, de leurs produits par l'intermédiaire du digital, notamment aussi sur les réseaux sociaux. Donc on va financer du site internet, du site de commerce en ligne, on va financer des prestations de community management, on va financer aussi de la sécurisation des données, on va financer de l'accompagnement, des prestations d'accompagnement au télétravail, de la formation à l'ensemble de ces outils. Ce qu'on ne finance pas à travers ce chèque numérique, ce sont les équipements de type voilà, équipement interne, ordinateur, et puis les logiciels, on va dire, de bureautique classique, type Pack Office ou des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les entreprises plutôt dans des stratégies de communication digitale, de développement d'activités à travers le digital. Alors ce chèque numérique, comme le disait Laurent, connaît aujourd'hui un succès important.
parce que dans le cadre de la crise, le président de région et les élus de la collectivité régionale ont souhaité le renforcer. Et donc là où en 2019 on intervenait à 50%, on est passé sur un taux de 80%, avec un plafond qui est passé de 2 000 à 3 200 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc on peut financer et donner une subvention jusqu'à 3 200 euros aux entreprises. Ce qui fait que à ce jour, on a reçu plus de 1100 demandes en l'espace d'un peu plus de 2 mois. À titre de comparaison, en 2019, on avait géré 110 dossiers. Donc on voit que la demande a explosé. On reçoit toutes les semaines une centaine de demandes. Et pour l'instant, ça ne baisse pas. Donc ça veut dire que ça correspond à un vrai besoin et surtout que la période que nous venons de traverser a été quelque chose qui a révélé en fait à un nombre important d'entreprises la nécessité d'avoir une stratégie de communication digitale et d'avoir des outils pour communiquer avec leurs clients sur leur activité, sur leurs services, autrement que simplement par du bouche à oreille. Et certains d'ailleurs me disent quand je réalise des diagnostics numériques avec eux, c'est que avant c'était vraiment simplement le bouche à oreille. Maintenant, ils ont pris conscience aussi que aujourd'hui un client, enfin que la réputation et la e-réputation d'une entreprise devient de plus en plus importante et qu'il y a un réflexe en fait des clients à aller en fait s'informer, se renseigner sur ce que propose l'entreprise et éventuellement sur les avis et également sur les réseaux sociaux des services proposés par cette entreprise. Je voulais juste vous dire également que ce dispositif chèque numérique, on l'a mis en place en partenariat avec les deux chambres, la Chambre des métiers et la Chambre de commerce, qui sont chargées d'effectuer les diagnostics, puisque ce dispositif commence par un diagnostic numérique de l'entreprise pour se mettre d'accord avec le chef d'entreprise sur les actions, le projet qui va être financé à travers ce chèque numérique. Devant l'afflux de demandes, on traite aussi à notre niveau maintenant un peu des diagnostics numériques, mais vous avez des intervenants des deux chambres qui sont les interlocuteurs, qui seront vos interlocuteurs donc pour cette première phase du dispositif, qui est une phase importante, qui va permettre de valider un plan d'action. Cette validation donc, se fait par la région. Alors, on le fait sous forme de mail. Ça permet ensuite de rentrer dans la phase 2 du dispositif qui vous est présenté là, de réaliser son projet, son plan d'action dans un délai de 6 mois et ensuite de déposer son dossier de subvention. La contrainte, là, si on peut appeler ça une contrainte du dispositif, c'est qu'on vient en remboursement. On ne préfinance pas le projet, donc ça veut dire qu'il faut que les entreprises puissent assumer en fait l'investissement dans leur projet et nous venons en remboursement. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce chèque numérique. Je serai bien entendu à votre disposition par la suite pour répondre à vos questions. Au titre du FEDER maintenant, je voulais, surtout devant un public qui peut être composé d'entreprises du BTP, de façon générale, les entreprises du BTP ne sont pas éligibles au FEDER. Il y a eu des choix qui ont été faits au départ de ce programme opérationnel en 2014. Sur la transformation numérique, nous avons souhaité donc mettre en place un dispositif qui a l'avantage d'avoir été élargi à l'ensemble des secteurs, que ce soit le commerce, le transport ou le BTP. Et donc, cette fiche action FEDER permet de financer, là, cette fois, des projets beaucoup plus importants de transformation numérique. Alors, je pense que la société, Monsieur Donze, de la société Zotdata, nous présentera tout à l'heure une solution numérique pour le BTP. Mais voilà, typiquement, ce type de fiche action a été pensé pour permettre aux entreprises d'investir dans la digitalisation de leurs processus. On est là plus sur on est avec le chèque numérique sur de la visibilité, sur de la stratégie digitale de communication et de promotion. Sur cette fiche, on est vraiment plus sur de la numérisation de processus internes, de l'accompagnement à la transformation numérique en termes de gestion interne, de processus, de productivité.
pour financer des projets qui peuvent être un peu plus importants. Alors là, on va jusqu'à des PME, donc 250 salariés, et on peut financer des projets donc avec un plafond de subvention qui est fixé à 50 000 euros. C'est un dossier un peu plus lourd, hein, c'est du dossier FEDER, mais avec un taux de subvention à 50%, ça veut dire qu'on peut quand même financer des projets d'investissement. J'insiste, ce sont des projets d'investissement qui vont jusqu'à 100 000 euros. Donc, on va pouvoir financer à travers le dispositif de l'installation d'équipements, cette fois, de serveurs, de licences logicielles avec des progiciels. On va pouvoir financer, par exemple, des outils de CRM, de de management de la relation client en français. On va pouvoir financer toutes les prestations d'accompagnement à la mise en place de ces outils, des formations et puis de l'achat ou de la création de contenu de données numériques. Voilà, je n'irai pas plus loin sur cette présentation. Ce qui était important pour moi, c'était de vous présenter ces deux dispositifs. Il en existe d'autres, bien entendu, hein, au niveau de la région, mais je crois que là, c'était sur la transformation numérique. Ce sont vraiment les deux dispositifs qui se complètent d'ailleurs, puisque un est plutôt destiné aux TPE avec des montants jusqu'à de projets de 4-5 000 euros, et puis l'autre est plutôt destiné à des entreprises qui sont déjà peut-être de taille un peu plus importante et qui ont déjà des réflexions sur leur stratégie digitale un peu plus poussée. Voilà, Laurent, j'en ai fini. Je te repasse la parole en vous remerciant de votre écoute. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Donc n'hésitez pas hein, Après, de toute façon, un enregistrement est effectué, mais également les fiches pourront vous être communiquées, hein, Jean-Pierre. Là-dessus, il y a une présentation un peu de toutes les aides région auprès du BTP. Pour les questions, n'hésitez pas à les garder. Si vous ne les passez pas par le chat, gardez-les, notez-les. Et bien évidemment, Monsieur Potier reviendra à la fin des différentes interventions sur les questions des dispositifs qu'il vient de nous présenter. Merci pour la présentation efficace, allant au but et étant clairement exposé. J'espère qu'il en sera de même, je crois, pour moi part au niveau du Diagino. Alors c'est un dispositif hein, que la Technopole porte en son sein depuis quelques années. Il s'appelait auparavant, alors c'est aujourd'hui le Diag Innovation et on l'appelait avant l'aide au premier projet innovant. Ce premier projet innovant, c'est un dispositif assez rapide qui est à l'attention des TPE et des PME du territoire. C'est un dispositif assez simple, ça a un besoin d'un financement pour initier une première démarche d'innovation. Il se situe plutôt sous un format d'un contrat en tripartite, c'est-à-dire l'entreprise que vous pouvez représenter, un prestataire et un cofinanceur qui s'appelle BPI France. Donc c'est une aide très amont hein, pour pouvoir accompagner et amorcer une démarche d'innovation. On a un réseau, bien évidemment, à La Réunion pour promouvoir ce dispositif. La Technopole est instructeur, donc elle est mandatée et on signe un partenariat avec BPI tous les ans pour maintenir. Le partenariat 2020 a été maintenu et donc est ouvert aujourd'hui. Mais également, on se repose, entre guillemets, sur un réseau d'instructeurs hein, qui est le réseau de l'innovation en général. Donc, bien évidemment, vous retrouvez la Chambre des métiers de l'artisanat. Ça aurait été bien, mais on vous donnera les contacts. C'est Madame Laurence Babé hein, au sein de la Chambre des métiers qui est l'interlocutrice. On a le réseau Témergie, le cluster Témergie, Calitropique, la Chambre de commerce et de l'industrie de la Réunion et l'agence de développement Nexa, qui sont là aussi pour valoriser ce dispositif financier complémentaire des autres dispositifs de BPI France. Je vais aller à l'essentiel, donc c'est des types, on est plutôt là pour valider un aspect technologique et innovant dans le développement d'un produit, d'un service, d'un marché ou d'une stratégie. Pour rappel, à peu près depuis donc, 2014, on a accompagné
10 entreprises, 10 PME, 10 TPE qui développaient des solutions ou de nouveaux dispositifs dans le bâtiment et travaux publics. Donc nous, on vous aide en fin de compte à structurer et à voir si votre projet est éligible à ce dispositif. Donc on vous aide aussi dans la structuration de la démarche globale de l'innovation. On vous aide et ensuite à créer cette dimension de développement puisqu'il s'intègre dans un développement global. Les entreprises éligibles sont des TPE, PME de moins de 50 salariés, basées à La Réunion, bien évidemment. Il y a un chiffre d'affaires de moins de 10 millions d'euros. Bon, voilà, ça, je vais. Et puis, il me manque des éléments, mais voilà, c'est vraiment un outil à l'attention des TPE et des PME du territoire de moins de 50 salariés. Alors, de mémoire en exclusion, mais je vais peut-être essayer aussi de reprendre, peut-être repartager, mais ce sont les auto-entrepreneurs, les organismes publics et les entreprises, professions libérales. Et bien évidemment, comme beaucoup d'aides publiques et d'aides d'État, il faut être à jour de ses obligations fiscales ou sociales ou déclarer sur l'honneur un engagement. On a donc en partie, je vais vous donner un peu les montants de l'aide. On a bien évidemment ce programme qui est aussi, je pense aussi accompagné autant par le prestataire que par l'entreprise elle-même. C'est souvent un travail collectif. L'entrepreneur souvent pense à développer un produit et souvent on peut les aider aussi à trouver des prestataires qui peuvent les aider dans le cadre de la PPI, enfin du Diagino, à développer une nouvelle solution. Donc le financement, donc c'est vraiment un programme tripartite. Il y a trois partenaires, mais c'est un dispositif qui se met très rapidement en place. Il y a très peu de documents à côté d'autres dispositifs, mais parce que aussi l'enveloppe est légère. Donc c'est une enveloppe aujourd'hui qui est un financement à hauteur de 50% dans une limite de 8 000 euros. Le montant de l'aide ne peut pas être supérieur donc à 50% des dépenses hors taxes réalisées pour le programme. Ce n'est pas une avance de trésorerie, c'est bien une subvention qui est versée directement au prestataire et ce qui permet quand même à l'entreprise de ne débourser que sa quote-part. Et l'entreprise, elle, elle supporte toute la partie non prise en charge par les 50% et elle paye le solde donc de la prestation à la fin au livrable final de la prestation qui était engagée initialement. Donc, il prend en général en charge ce dispositif sur un apport de compétences. En fin de compte, souvent, le prestataire apporte de la compétence. Ça peut être un bureau d'études, ça peut être un consultant privé, ça peut être un CIRTT, ça peut être une chambre des métiers qui apporte aussi des études et compétences. Ça peut être une structure publique ou une structure privée de recherche, donc un lien avec la recherche publique, ou un établissement d'enseignement supérieur ou technique. Les dépenses éligibles, globalement, elles sont tournées vers une étude de l'état de l'art, en fin de compte, des données actuelles. Donc, ceci est éclairable dans ce dispositif. Ça peut aussi financer de la veille technologique, ça peut financer des essais, des études technico-économiques, des études de faisabilité technique, le dépôt d'un premier brevet au nom de l'entreprise et non pas au nom du porteur physique, des préétudes, enfin voilà, on est dans une démarche une solution d'amorçage vers l'innovation. Un rappel, et comme pour beaucoup parfois aussi d'aide publique, c'est que les prestations ne peuvent pas avoir démarré avant l'accusé de réception qui est lui émis par la Technopole. Pour celles qui sont non éligibles, ce sont tout ce qui est un peu de routine, des prestations de routine, des études d'organisation ou d'investissement qui ne sont pas liées aux thématiques que l'on a vues précédemment, études de l'art, études de faisabilité technique, etc.
Les études collectives, elles ne peuvent être que à l'attention de l'entreprise morale. Donc, comme je vous disais, c'est un dossier qui est assez rapide, qui est rapidement instruit. Souvent, la phase de collaboration qui est souvent la plus stratégique entre le partenaire, l'entreprise et son partenaire choisi, son prestataire. Mais après, les documents sont très, très simples. Et les retours, dès lors que nous, on a fini aussi notre accompagnement et nos conseils, la BPI répond très rapidement. Enfin, là-dessus, moi, et sur quel que soit le dossier que l'on a porté avec BPI, hein, que ce soit les Diaguinos, que ce soit des bourses French Tech, enfin, French Tech thématiques ou autres, on a eu souvent un retour et on a un retour sur ce dispositif très rapide, en général, le maximum sous 48 heures, soit par monsieur Christian Quéré ou par ses collaborateurs, monsieur Merlin Germain ou Frédéric Anglade. Juste, oui, je voulais saluer le président de la Chambre des métiers, monsieur François Marc. Désolé tout à l'heure, un voisin de l'île Maurice, donc bienvenue à l'île Maurice et espérons que les solutions que la Réunion porte puissent trouver un marché sur l'île Maurice et un relais aussi sur l'île Maurice. En tout cas, bienvenue. Et pour celles et ceux aussi que je ne cite pas en nom, bienvenue pour ceux que j'avais rencontrés aussi dans des anciennes vies professionnelles avant d'être également à la Technopole. Sur pas mal d'entre eux. Donc, bienvenue. Pour ma part, vous avez les contacts que vous pouvez photographier si vous voulez plus de renseignements. Donc, Elodie Ramaille, bien évidemment, sur les projets Est. Et puis, sur les projets Nord et Ouest, Éric Camaillot et M. Bonnemoulin Jérôme sur les projets Sud, pour là aussi gagner en proximité et en rapidité auprès de vous, acteurs du territoire. Donc, le maillage aussi de la Technopole trouve son intérêt aussi pour être au plus près des acteurs économiques du territoire. Merci pour votre écoute et on passe la suite à notre intervenant. Pour ma part, je vais vous présenter donc le CIRBAT. En introduction, je veux profiter effectivement et remercier donc la Technopole et l'ensemble des personnes présentes à ce webinaire d'avoir répondu présent et assisté à nos interventions. Le CIRBAT, c'est un centre d'innovation et de recherche sur le bâti tropical. On a un service de la Chambre de métier. Les actions qui sont développées par notre pôle d'innovation consistent à adapter les matériaux de construction et leur mise en œuvre, encadrant bien entendu tout ce qui concerne la filière du bâti tropical. Cet après-midi, moi, j'avais pour ma part voulu me focaliser sur les technologies et l'aspect effectivement du numérique dans le BTP au sens large. Puis dans un deuxième temps, laisser la parole à mon collègue, M. Gianni Cardia, qui vous fera une présentation plus détaillée des aspects pragmatiques et des évolutions des métiers en lien avec le numérique à La Réunion. Alors, pour effectivement assurer nos missions en lien avec le bâti tropical, le CIRBAT est composé de plusieurs composants. Donc, en partie, nous réalisons des essais. Nous avons une activité de laboratoire au travers d'un observatoire régional de lutte anti-termites, donc spécialisé dans tout ce qui est caractérisation donc des produits face aux termites, un laboratoire d'essais de menuiserie, et enfin un dernier laboratoire spécialisé dans tout ce qui concerne le vieillissement des matériaux. Alors, ces activités nous permettent effectivement aujourd'hui d'offrir une réponse à un appui technique aux TPE et PME de La Réunion. Mais pour ce qui nous concerne, cet après-midi, le CIRBAT a également une autre mission, c'est de collaborer et de rechercher des solutions adaptées à l'artisanat donc dans le secteur du BTP. Et pour ce faire, nous disposons d'une quatrième entité qu'on appelle mission d'appui technique de recherche, innovation, certification et environnement, qui nous permet aujourd'hui donc de travailler sur tout ce qui est recherche et de collaboration avec des projets un peu global à des attentes des territoires.
Du coup, effectivement, à travers de l'activité donc de la mission d'appui technique, aujourd'hui, le CIRBAT peut intervenir en recherchant des solutions adaptées aux petites entreprises. Et c'est bien l'objectif de ce webinaire cet après-midi, c'est effectivement de proposer, de sensibiliser nos ressortissants, donc les entreprises du bâtiment, à ce virage technologique qui nous concerne en ce moment, qui est le numérique dans le BTP. Alors, je voudrais peut-être rappeler le contexte dans lequel nous nous retrouvons. Effectivement, les commandes publiques sont soumis à des phénomènes de contraction. Enfin, nous sommes soumis à des phénomènes de contraction de la commande publique. Il y a pas mal de développement et d'évolution des métiers du BTP. Il y a également de nouveaux entrants, surtout de grands géants technologiques qui répondent à des attentes de certaines entreprises dans le bâtiment. Et dans ce contexte, je pense qu'il est important de faire comprendre à nos entreprises qui doivent se poser un certain nombre de questions dans l'avenir et de l'évolution du BTP de manière plus globale. Il peut se questionner sur le fonctionnement, les évolutions de l'offre et de sa relation avec le client, avec ses clients. Aujourd'hui, il y a pas mal on parle énormément du BIM, il y a pas mal de barrières d'accès à certaines technologies qui sont en train de tomber. Et nous, par rapport à cela, nous voyons en tant que pôle d'innovation un rôle important à jouer pour préparer nos TPE à entrer, à intégrer plus facilement le secteur du numérique. Alors aujourd'hui, le CIRBAT explore pas mal de solutions, de technologies afin de mieux préparer les entreprises à les utiliser. Nous travaillons aussi en termes d'actions qui sont menées à l'heure actuelle par le centre. Nous travaillons de concert avec l'Université régionale des métiers de l'Est, donc l'URMA du BTP, pour lequel nous établissons donc nous sommes en train de travailler sur la programmation et la réalisation donc de formations autour du BIM et la mise à disposition donc de toute une plateforme informatique pour les artisans afin de les former sur ce sujet. Nous avons également l'occasion, au travers donc depuis que nous sommes engagés sur ce volet, à explorer de nouvelles technologies comme l'usage des drones. Vous avez ici une petite photo qui montre, qui nous a permis de réaliser donc une petite étude au niveau de notre centre en termes de technologies liées à la photogrammétrie. Vous avez d'autres technologies qui existent et qui démontrent bien l'évolution de la technologie donc dans le BTP. Ici, j'ai pris pour exemple, même si ce n'est pas forcément en lien avec le numérique, l'usage peut-être futur demain de certains systèmes comme on les appelle des exosquelettes, qui aujourd'hui a permis à certaines PME, donc là je prends l'exemple d'une petite entreprise en métropole, dans la région de l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a fait l'usage d'un exosquelette dans la réalisation de tout ce qui est ponçage, donc des plafonds, qui est effectivement des travaux assez pénibles. Et grâce à l'usage de ce genre de matériel, aujourd'hui on peut travailler sur l'ergonomie et faciliter l'intervention donc de certains ouvriers sur les chantiers. Je voudrais également, donc, tant qu'on y est, en brossant les différentes technologies, faire un petit point également sur tout ce qui est lié à la réalité augmentée. Donc là, vous avez également une photo qui permettra peut-être demain, on pourrait se projeter en imaginant, en utilisant nos tablettes et les smartphones, d'avoir accès à un certain nombre d'informations qui ne sont pas forcément visibles à l'état dans la réalité, mais grâce à l'usage de ce genre d'outils, nous pouvons ici, par exemple, accéder et visualiser tout le réseau et de canalisation, les réseaux enterrés donc sous la chaussée. Et bien entendu, dans ce numérique, la domotique, c'est pas nouveau, mais c'est également un sujet important qui permet effectivement d'illustrer ce virage, comme je le disais tout à l'heure, technologique. Voilà. Il y a d'autres systèmes existent, comme les impressions 3D, mais c'est des choses qu'aujourd'hui qu'on n'a pas eu l'occasion encore donc d'explorer et d'étudier plus en profondeur. Voilà.
Alors pour la suite, ici, je vous ai mis en lien avec ce que j'avais dit tout à l'heure, la photogrammétrie, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on a pris une photo aérienne du Cirbat et de l'Urma Est. Et c'est ce qu'on appelle la technologie liée à l'orthophotographie. Donc là, c'était un de nos stagiaires, donc M. Sébastien Lumeau, qui nous a gentiment prêté et montré cette image qui permet, grâce à ce genre de photos, de reproduire en bureau le plan et de transcrire tout ça, de faire des visualisations, de faire des visualisations 3D, pardon. Voilà, alors pour synthétiser et laisser la parole après à Janie, je pourrais dire qu'effectivement, donc la transformation numérique est en marche et elle sera incontournable au regard de tout ce qui est lié à la dématérialisation et la montée en puissance du BIM. Sur ce volet, effectivement, les TPE, les PME, ils ont un rôle important à jouer dans cette chaîne globale, par contre, de l'acte de construire. Aujourd'hui, pas mal d'entreprises, donc là je m'appuie sur une source de la Fédération française du bâtiment qui note effectivement un retour positif d'un certain nombre d'entrepreneurs qui ont décidé et pris la voie du numérique à travers de l'amélioration de leur relation client, de l'optimisation et d'un gain de temps au travers de la réalisation de leur chantier. Bien entendu, donc dans ce numérique, on parle du BIM. Alors là, j'ai voulu effectivement rappeler que le BIM ne se cantonnait pas forcément à une simple maquette. Il s'agissait effectivement, au travers de l'usage de cette nouvelle forme de travailler, d'améliorer le processus global de gestion d'une construction. Donc, ce que je dirais donc en conclusion, c'est que le numérique aujourd'hui, il faut le voir comme un levier de développement et non pas comme quelque chose qui vient freiner et faire craindre son usage par certains chefs d'entreprise. Voilà. Oui, je vais aborder, merci à tous. Bon, c'est vrai que le sujet du numérique est vaste. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir vous présenter trois aspects à approfondir en fonction, bien sûr, de la maturité de chacun dans les sujets. Donc, d'une part, l'évolution de la relation client avec l'outil numérique. D'autre part, l'évolution donc des chantiers. Donc là, sur le terrain, l'aspect donc comment ça se passe sur le terrain, donc notamment du BTP. Et puis, quelques repères donc sur le BIM, sachant que ce sont des repères pour pouvoir là aussi se positionner en fonction de l'entreprise, du chef d'entreprise, de sa maturité ou en tout cas des moyens qu'il se donne pour parvenir au BIM. Donc il y a des choses qui peuvent être dynamisées à travers la relation entre l'entreprise, le chef d'entreprise et le client. Donc sur cette slide, donc c'est un petit parcours entre le besoin du client et jusqu'à on va dire le suivi du projet sur Internet. Donc aujourd'hui, les statistiques montrent que les entreprises sont quand même bien équipées en outils donc smartphone à La Réunion. Et l'idée, c'est de pouvoir démocratiser, augmenter l'utilisation des smartphones qui sont en fait aujourd'hui de plus en plus renforcés pour les activités chantier. Donc au départ, les premières tablettes coûtaient effectivement excessivement cher. Aujourd'hui, je dirais que c'est un produit qui peut donc être renforcé sur les chantiers et vraiment être très, très utile. Donc, il faut savoir que les clients, eh bien, font également la même chose. Donc, ils ont, à chaque fois que vous êtes en relation avec un client, bien sûr, aujourd'hui, il y a la concurrence avec les informations qui sont mises sur Internet, d'où l'importance, effectivement, évoquée au début d'aller vers les vitrines numériques. Et donc, qui permettent ces vitrines, notamment donc, des prises de contact avec des formulaires. Le formulaire, c'est vraiment une clé d'entrée dans la relation numérique avec votre client. Ce sont les attentes. Donc, ensuite, il y a donc tout ce qui peut être organisation, donc avec les rendez-vous, les prises de rendez-vous, les agendas, et avancer donc dans ce processus jusqu'à des devis en ligne. Donc, il y a parfois des plateformes qui se mettent en place pour faciliter la mise en relation entre l'artisan et le client. Il y a des plateformes également que la Chambre de métier a mises en place.
comme par exemple pour réparer son électroménager. Donc, tous ces aspects de plateforme vont assister l'artisan, notamment dans la partie chiffrage, notamment dans la prise de rendez-vous. Et puis, donc, toujours dans cet aspect d'avant-vente, hein, ou d'avant-vente de relation client, eh bien, il y a donc des outils de plus en plus élaborés avec jusqu'à la signature, donc la contractualisation en ligne. Hein. Donc, on peut aussi acheter des prestations. Bon, on parle des médecins aussi qui ont fait le saut avec la crise Covid, qui ont fait le saut dans la télémédecine, mais on peut aussi imaginer que les commandes de demain pour les artisans se fassent également, enfin, quand je dis commande, disons, sur des terminaux téléphoniques comme celui-ci, donc de GoToMeeting. Hein. Donc, le GoToMeeting, c'était effectivement une belle illustration de ces outils dans la gestion commerciale, gestion de la relation client. Donc, sur les technologies, donc vous avez pour se positionner, donc pour là aussi, avec cette présentation, vous allez pouvoir peut-être jauger votre niveau de maîtrise ou d'intérêt sur ces technologies. Donc, de la partie annuaire, réseaux sociaux, site vitrine, site informatif. Donc, vous allez graduellement avoir besoin de plus en plus d'équipements, donc jusqu'à donc la conception 3D et la maîtrise de la conception. Hein. Donc, voilà pour l'évolution de la relation client. L'évolution des chantiers, donc là vous êtes confronté, pour certains d'entre vous, donc une illustration de ce qui a été proposé, donc évoqué par Monsieur Chanfin. Donc effectivement, l'usage du drone aujourd'hui, ça se répand notamment sur des inspections de bâtiments. C'est de plus en plus courant. Donc c'est un moyen qu'il faut autant que possible intégrer parce qu'effectivement, ça peut être différenciant sur vos prestations. Et donc pour plus de sécurité également, puisque effectivement, ces inspections peuvent parfois être risquées, nécessiter des équipements, des installations d'équipements de sécurité. Donc, le drone paraît être une étape importante dans le métier, surtout notamment pour l'inspection et la maintenance des bâtiments. Pour les autres technologies sur les chantiers, eh bien effectivement, les tablettes que nous évoquions, avec la présentation donc, de la société qui suivra, qui permet aussi de passer à l'étape suivante, notamment en termes de gestion des acteurs sur le chantier. Donc, de la même façon, sur la slide suivante, vous aurez plusieurs niveaux de difficulté par rapport à l'intégration de ces technologies. Donc, le smartphone reste quand même un outil vraiment indispensable aujourd'hui, notamment des applications comme WhatsApp se répand hein, dans les usages courants. Donc, il faut formaliser un petit peu ces habitudes, ces bonnes pratiques. Donc, le WhatsApp, après, il y a des systèmes plus sécurisés qui existent, bien entendu, comme ce qui sera présenté dans un deuxième temps. Mais je dirais le smartphone a encore de belles possibilités avec des protections adaptées. Ensuite, nous pouvons évoquer les impressions 3D, donc notamment sur des pièces très spécifiques qui peuvent être imprimées et mises en fonctionnement rapide hein, sur des équipements comme peut-être des menuiseries. Enfin, donc on peut imaginer aussi l'usage du 3D. Et puis ensuite, bon, sans ouvrir le débat sur l'exosquelette, mais en tout cas, on peut aller vers toujours des systèmes de plus en plus attractifs aussi par rapport à des évolutions. Hein, donc, autant se donner la possibilité de tester, par exemple, les casques connectés. C'est une façon aussi d'impliquer peut-être les acteurs sur les chantiers pour ces technologies, sachant qu'il y a aussi le fameux plan papier qui peut aussi évoluer vers des plans numériques. Et là aussi, le PDF, hein, que tout le monde connaît, c'est un format qui peut encore vraiment vivre dans les sociétés d'aujourd'hui et dans nos sociétés. Voilà. Et puis je terminerai par quelques repères sur le BIM et j'évoquerai ce que je pense Monsieur Mourouvaille peut-être aura l'occasion de
le citer, mais enfin, nous travaillons aussi avec la Technopole sur ce sujet de manière coordonnée, parce que le BIM, c'est d'abord la collaboration entre les acteurs avant d'être une solution logicielle. Cela vous permet effectivement de faire du chiffrage, et mes collègues de la CMA, donc qui font de l'assistance, notamment sur la réponse aux appels d'offres, en connaissent les enjeux. Donc, toute la partie chiffrage pour mieux comprendre les attentes du client et être performant sur les appels d'offres. La préparation ensuite des chantiers, donc qui sont facilités par la maquette numérique. Et puis donc des usages notamment de reporting sur la vie du bâtiment, hein, qui peuvent être aussi très intéressants. Alors la dernière slide pour vous donner une approche du BIM. C'est vrai qu'il faut se situer, je dirais plus peut-être que dans les autres technologies, parce que le BIM est un mot qui peut faire peur, ou qui peut quand même freiner un certain nombre d'acteurs. La notion du BIM, c'est en 3 parties. On va dire la maquette pour la visualiser. Donc ça, c'est une approche, on va dire, de lecture, hein. L'étape d'exploitation de la maquette, donc en faisant notamment des opérations sur des extractions de l'information nécessaire aux différents sujets, notamment des appels d'offres. Et puis donc le 3e niveau, c'est de concevoir et modifier et enrichir la maquette. Donc déjà, par rapport à ce sujet, savoir quel objectif on se fixe. Le premier, je pense qu'il est déjà très intéressant. Et puis les compétences, donc en fonction des avancées des différents acteurs. Donc voilà, donc le matériel, dans tous les cas, donc il y a un besoin important de matériel informatique. Donc c'est un investissement qui peut être aussi important. Et puis donc une connexion Internet fiable, y compris sur les chantiers, hein. Il faut s'assurer que la connexion, bien sûr, est performante. Et puis donc je dirais l'aspect sécurité, donc parce qu'effectivement ce sont des données qui peuvent parfois être contractualisées. Et donc je vous remercie pour votre attention, et je vous souhaite une bonne continuation dans cet échange. Merci, Jany, merci beaucoup pour cette présentation et les solutions possibles et atteignables pour les acteurs. Donc, je devais intervenir avant mes collègues. Donc je le fais après. Il y a pas de mal à ça. L'idée, c'était peut-être de resituer plus globalement la stratégie numérique au niveau d'une institution comme la nôtre, hein, Chambre de métiers. 20 000 entreprises avec les spécificités que vous connaissez, hein, la fragilité des structures, un besoin permanent d'accompagnement et de formation. Et c'est la raison pour laquelle, dès le début de la mandature, la Chambre a souhaité mettre en place un projet numérique global qui passe d'abord par un portage politique. Nous avons en premier lieu créé une commission d'élus impliqués dans cette transformation numérique du secteur. Des élus qui ont joué le jeu en acceptant de se former avec des acteurs du numérique sur les fondamentaux du digital, donc des élus qui sont dans le coup, on va dire, et aussi une implication forte de la CMA de La Réunion. C'est pas la première fois, donc on continue un peu sur cette lancée-là, d'être très proactif dans le réseau national des chambres de métiers, en participant à différents travaux, la task force numérique, le COPIN national. Et c'est extrêmement important parce que ça nous donne aussi de la visibilité et d'être en amont de beaucoup d'informations. D'ailleurs, en ce moment même, nous apprenons que le ministère de l'économie et des finances, à travers la direction générale des entreprises, va lancer dans les prochaines semaines un grand appel à projets dont l'objectif est de former 600 000 TPE, à l'horizon de 2023. Donc il y a quand même un sacré challenge à tenir.
Et bien entendu, les TPE de l'artisanat de la Réunion prendront toute leur place dans cet objectif ambitieux. Ceci dit, nous on a aussi juste après avoir créé cette instance voulu connaître la situation. Hein. Il y a rien de mieux quand on veut piloter, c'est de connaître le chemin dans lequel on avance. Et nous avons transposé ici à La Réunion une étude nationale qui avait été menée sur les besoins et les usages en matière de numérique et digital. Et donc cette étude qui a été menée fin 2017 sur un échantillon représentatif de 200 artisans nous a permis de tirer un certain nombre d'enseignements. D'ailleurs, je crois que la région s'appuie aussi sur ces éléments-là pour tracer quelques actions, notamment celles qui ont été présentées par Jean-Bia tout à l'heure. Donc, on a une feuille de route claire qui se dégage autour de ce projet numérique global. Donc, en matière d'usage et d'utilisation, enfin, de besoins, les artisans réunionnais n'ont pas de retard. C'est un enseignement très important qu'il faut mettre en avant. Nous sommes loin d'être en retard. Le taux d'équipement en smartphone connecté des artisans réunionnais est de 10 points supérieur à la moyenne nationale. 79% d'artisans ont des smartphones connectés alors qu'ils sont que 69% en métropole. Donc on a un peu d'avance même. Le taux d'informatisation est identique, nous ne sommes pas du tout en retard, absolument pas. Et on a des entreprises qui sont globalement ouvertes au digital. Et bon, bien entendu, il y a quelques freins parce que ça représente de l'investissement, des coûts et aussi des capacités financières qu'il faut parfois avoir. Mais globalement, on a une implication, une volonté d'implication des qui est relativement forte sur cette filière numérique. Peut-être un petit zoom sur les actions menées spécifiquement dans le secteur du BTP. Je veux raccrocher tout de suite mon premier propos à l'intervention de Jean-Pierre Potier. Il a évoqué le chèque numérique comme une action phare de la politique régionale en matière de transformation de l'économie réunionnaise. Et c'est vrai que c'est une action qui marche très très bien. Nous les avons démarré, notre implication dans ce projet en août de 2019 et à ce jour, il y a plus de 240 entreprises qui ont bénéficié d'un diagnostic numérique et 52 d'entre elles relèvent du bâtiment. Donc les artisans du bâtiment sont extrêmement aussi demandeurs de conseils et d'accompagnement. Mais on note que ces conseils concernent des actions plus généralistes, hein, site internet, stratégie digitale, réseaux sociaux. Les demandes n'arrivent pas encore autour des spécificités métiers telles que le BIM, la numérisation des chantiers, ces sujets-là. Mais c'est des thématiques qui vont arriver avec les actions que nous sommes en train d'entreprendre nous-mêmes avec des partenaires. Et puis, il y a le vaste volet de l'accès au marché. Donc, aujourd'hui, on assiste à un grand mouvement de dématérialisation des marchés publics. Et donc, nos collègues, il y en a qui sont connectés là. Je crois que Stéphane Celecci, qui est conseiller entreprise dans le Sud, est avec nous cet après-midi. Ce sont des actions qui sont extrêmement utiles pour accompagner les artisans vers l'accès à ces marchés dématérialisés. Nous animons des ateliers de dématérialisation et il y a aussi des interventions qui sont faites directement dans les entreprises pour accompagner les artisans qui souhaitent répondre au marché public et qui ont besoin d'être épaulés sur ce sujet-là. Donc ça progresse et c'est quelque chose qui est extrêmement utile, on va dire. On arrive à traiter intégralement des offres publiques en allant jusqu'à la signature électronique faite par les artisans. Et donc, récemment, vous avez eu aussi écho de la nécessité de passer en électronique pour la facturation. Donc, pour les entreprises qui travaillent avec des donneurs d'ordre public, il y a une obligation depuis le 1er janvier de cette année de passer par un portail
unique qui s'appelle Chorus Pro, qui pour toutes les facturations, bien entendu la Chambre comme d'autres opérateurs hein, ont participé à la mise en place d'actions d'accompagnement et nous aidons nos chefs d'entreprise à passer vers cette formule de dématérialisation avec des outils qui sont en démo dans l'ensemble des sites de la Chambre sur l'ensemble du territoire. Et puis nous continuons à mener des actions de veille et d'information pour être complètement à jour de tout ce qui se passe dans ce domaine. Voilà, je pense que être arrivé à la fin de mon intervention, je voulais juste peut-être, puisque je vois aussi les participants qui sont avec nous cet après-midi, la présence de Frédéric Vinzerit, qui est directeur adjoint de l'UIT de Saint-Pierre, évoquer un grand projet dans lequel nous allons entrer prochainement. Il s'agit du PIA sur la construction en milieu tropical. Et c'est un chantier extrêmement ambitieux dans lequel nous allons prendre toute notre place, à la fois dans l'accompagnement des entreprises en matière de formation et de conseil, mais aussi dans la transformation de leur méthode de travail à travers le numérique et le digital, en installant sur notre plateforme BTP de Saint-André très prochainement des outils pour permettre aux chefs d'entreprise d'intégrer cette nouvelle donne indispensable au développement de leur structure. Voilà, j'en ai terminé. J'ai pu au moins m'exprimer sur ce que la Chambre propose, fait et veut faire pour aller encore plus loin dans cette transformation digitale de notre économie artisanale et du BTP en particulier. Merci LC. Et j'en profite également, oui, pour dire que également la Technopole, et c'est vrai que j'avais pas vu Frédéric Vanzerin, mais j'ai balayé en intervenant que la Technopole également est intégrée parmi les 24, je crois, partenaires. Donc il y a eu une belle fédération d'acteurs qui se sont regroupés à plusieurs niveaux et à plusieurs étages d'intervention au sein du PIA dans ces campus des métiers, des qualifications CMQ, génie civil et éco-construction en milieu tropical et CMQ, management et services numériques. Et donc c'est une belle action et merci LC d'avoir appelé aussi que ce PIA national, l'université qui en était la porteuse a pu être retenue et sélectionnée alors qu'on sait que les PIA au niveau national sont très challengés. Donc la chaîne de valeur, en tout cas dans ce partenariat et dans ce PIA, nous aussi on se positionne alors plutôt en soutien d'accompagnement et d'événements et vraiment dans une logique de chaîne de valeur et de chaîne de valeur de l'innovation. Je ferme la parenthèse, on va pas prendre trop de temps et merci à tous les intervenants jusqu'à maintenant. Johnny, donc pour rappel, entreprise issue de la Technopole et qui va donc nous présenter la solution qu'il a développée maintenant depuis 2 ans, qui continue à être développée et une solution Made in Réunion. Donc c'est dans cette transition numérique et dans ce soutien à ce fort tissu économique qui est présent sur notre territoire. Merci Johnny pour nous donner ce temps. Merci à toi et je vous souhaite à tous une bonne continuation de ce webinaire. Alors bonsoir à tous déjà. Merci pour la Technopole de nous donner l'opportunité de montrer notre solution qui est une solution Made in Réunion et on est fiers de ça. Alors déjà nous présenter, moi c'est Johnny Don, je suis le CEO d'Ozapdata et vous avez Francky Técher qui est le CTO d'Ozapdata, qui est le développeur, c'est lui qui a développé pendant plus de 2 ans cette solution. Alors Zopdata, avant de présenter la solution en elle-même, je vais pouvoir présenter un petit peu le contexte du BTP aujourd'hui sur les problématiques. C'est-à-dire qu'on peut voir sur cette slide que 3/4 des chantiers ont des problèmes de respect de planning prévisionnel. 1/3 des chantiers, les tâches sont réeffectuées, sont effectuées, et on fait beaucoup de reprises de chantier. 2/3 des projets de construction dans le BTP ne respectent pas leurs budgets initiaux.
Ça, c'est compliqué aussi, surtout en ce moment. On peut voir aussi une faible traçabilité des données de gestion limitée et de la sécurité. Alors, toutes ces problématiques sont liées à quoi? À une vraie fracture, en fait, entre les gestionnaires de projets, qui sont les encadrants, qui sont dans les bureaux, c'est-à-dire les sièges, et ceux qui sont sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a une vraie fracture de numérique à ce niveau-là. Il y a ceux qui sont dans les bureaux, bah, ils ont tous les outils nécessaires, Excel, Word, BIM, des tableaux AutoCAD, Virit et autres, qui permet de faire une vraie gestion efficace. Sauf que le terrain n'a pas cette visibilité-là et a une visibilité très partielle de ce qui se passe en réalité. Alors, je vais passer à la slide suivante. C'est voilà les différentes problématiques. Et cette problématique-là, on les retrouve au niveau international. Il y a une problématique aussi qui revient souvent et que tout le monde a entendu parler et que tout le monde connaît, c'est les principales causes de retard des projets de construction. C'est-à-dire que c'est une étude qui a été faite et qui est sortie dernièrement en 2020 sur 400 professionnels du BTP qui viennent de 50% du milieu des sièges, des bureaux, et 50% sur le terrain. Et en fait, ben, on peut voir que ces problématiques de retard sont souvent liées à un manque de collaboration qu'on peut voir sur la colonne de gauche ici, à des problèmes de qualité qualité et de rectification des défauts, des retards de livraison, des conformités de problèmes de gouvernance, un manque de planification de gestion défectueuse, des problèmes de planification effectifs. Alors là, c'est-à-dire qu'en fait, toutes ces problématiques-là sont liées à trois éléments importants, c'est-à-dire que les perspectives différentes entre le siège et le chantier, qui reflètent un manque de communication. On voit aussi la multiplicité d'intervenants sur les sites qui génère une complexité de coordination assez extrême. Un facteur, par contre, un élément aussi important, c'est les facteurs externes, indépendants de toute volonté des entrepreneurs, qui sont liés par exemple à la météo, le transport. Ben là, en ce moment, on le voit avec la pandémie du Covid, qui génère des retards de chantier ou ce genre de choses, et qui demandent aussi justement de la coordination par rapport à ça, et encore d'autres éléments comme la politique ou autre. Alors, ces éléments sont souvent liés aussi à différents éléments, c'est-à-dire que là, en fait, on peut voir ici sur ces slides les différents canaux aujourd'hui utilisés, les canaux de communication utilisés pour les suivis de chantier. Et ces canaux, ben, on voit qu'il y a beaucoup de canaux différents, comme par exemple le téléphone à 76%, le face-à-face et en personne à 72%, la messagerie instantanée à 56%. On voit les emails, les communications, aussi les logiciels, différents logiciels et plateformes qui sont utilisés aujourd'hui à 54%. Sauf que cette multiplicité de canaux qui sont informels et volatiles, malheureusement, c'est compliqué d'unifier toutes ces informations sur une seule et même plateforme. Par exemple, seulement 49% des personnes interrogées utilisent un logiciel pour informer les personnes responsables. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'un manque de structuration des informations et des consignes. Voilà, c'est-à-dire que la problématique, c'est que aujourd'hui, les entreprises utilisent du digital, la numérisation. Mais sauf que cette numérisation, c'est beaucoup de petites choses à droite à gauche qui ne sont pas forcément interopérables et compliqué de revenir sur l'archivage, par exemple, des appels téléphoniques. Ben, c'est compliqué de revenir sur cet archivage. Du face-à-face pour revenir sur ces éléments-là, c'est très compliqué aussi. Et c'est pour ça, je passe assez vite, c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, le besoin de digitalisation dans le secteur du BTP, il est reconnu. Il y a une évolution qui est faite aussi, cette évolution est culturelle, et culturelle pour les acteurs du BTP, qui est en cours depuis 5 ans déjà, ces 5 dernières années, et qui est dû à quoi? Une convergence qui est liée à une convergence des usages B2B, B2C. Alors, c'est quoi la convergence B2B, B2C? C'est que en tant que particulier, moi, je peux faire des achats avec un professionnel. Et cette action-là montre au BTP que dans le BTP, nous aussi, on aimerait en tant que professionnel faire la même chose avec du numérique entre B2B, voilà, entre professionnels et professionnels. Il y a cette prise de conscience qui est faite. La digitalisation
est désormais au cœur des réflexions dans le secteur du BTP. Et ça, on le voit sur les salons. Par exemple, nous, ce soir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se posent la question, et à haut niveau, et aussi les petits entrepreneurs aussi, TPE, PME, se posent vraiment la question aussi. Nous, on est souvent en relation avec eux. Alors, maintenant, je vais présenter un peu la solution. C'est-à-dire que ZotData, c'est quoi? C'est avant tout une plateforme collaborative qui permet de donner l'opportunité aux entreprises de TPE, PME et voire au-dessus, c'est-à-dire de faire leur transition numérique et de façon simple et efficace. C'est-à-dire que la plateforme est basée sur 5 piliers, c'est-à-dire que ces piliers sont la coordination. Cette coordination va permettre de tous les événements de chantier être centralisés et partagés à tous les interlocuteurs tous les interlocuteurs en temps réel. L'autre pilier, c'est la qualité qui est le contrôle, de la partie contrôle proactif de qualité, proactif et de traçabilité des observations de projet. C'est important de pouvoir avoir l'information en temps réel et être proactif sur le terrain et autres. L'avancement de projet, très important. Et pour avoir l'avancement de projet, il faut avoir une bonne coordination qui est au départ là-bas et une bonne communication. L'avancement de projet, état d'avancement de projet, n'importe quel endroit où on peut être, soit sur site ou soit hors site ou au siège ou au bureau ou ce genre de choses. Et avoir une bonne fluidité de communication. Alors, il y a aussi la partie sécurité, c'est-à-dire être proactif et réactif, proactivité et réactivité des équipes qui sont améliorées dans la gestion des incidents, c'est-à-dire que les incidents peuvent être remontés par les acteurs terrain rapidement pour pouvoir agir rapidement sur les parties sécurité, contrôle, qualité et autres. On a une partie très importante et c'est pour ça qu'on a appelé ça ZotData, qui est aussi l'analyse de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que la donnée, c'est un élément pour toute entreprise, c'est de l'or. Et en fait, aujourd'hui, ZotData permet de récolter de la donnée qui vient du terrain parce que nous, on considère que dans une entreprise, il y a beaucoup de capteurs. Moi, j'appelle ça des capteurs humains. C'est-à-dire que les smartphones vont être dans la main de personnes qui vont utiliser ça comme un capteur, c'est-à-dire qu'ils vont donner des actions, ils vont dire où ils en sont, et ces informations vont être récoltées et analysées par ZotData. Et cette analyse va permettre aux entreprises de pouvoir anticiper les projets futurs. Et cette analyse va être sur de la gestion, de la donnée qui est passée, sur des données de la data qui vient des anciens projets et de la data qui vient du présent. Voilà, c'est-à-dire tout ça en temps réel. Alors, les avantages pour les entreprises du BTP, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on s'adresse aux TPE, PME et TPE, PME essentiellement. C'est-à-dire que les 5 principaux avantages de ZotData pour ces entreprises, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir un partage de l'information efficace. Cette information sera stockée dans le cloud, c'est-à-dire accessible n'importe où sur n'importe quel ordinateur ou téléphone, de façon très simple. Une documentation accessible par tous les acteurs. La deuxième chose, c'est une plateforme collaborative web et mobile fonctionnant en temps réel, un outil de pilotage et d'organisation de dialogue entre tous les acteurs de la chaîne de valeur d'un chantier. Un gain en temps et un gain de temps et d'argent, c'est-à-dire que on sait que le temps, c'est de l'argent dans le BTP, ça c'est important, surtout en ce moment. Ça permet quoi ce gain de temps? C'est-à-dire que ça permet d'accroître l'efficacité, c'est-à-dire pour pouvoir gagner en temps et en argent, c'est optimiser la productivité et l'organisation de travail. C'est-à-dire que ZotData va permettre en fait de créer un cercle vertueux d'amélioration continue des processus d'exécution qui fait que au fur et à mesure, grâce à la data, on pourra dire voilà, là je peux améliorer tel élément ou tel élément. Alors, combler le fossé entre le bureau et le terrain, ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai fossé, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une vraie fracture. ZotData va permettre de rationaliser les flux et amélioration des collaborations entre les équipes et l'accès à l'information deviendra plus facile et à n'importe où. Alors, tirer parti des enseignements passés, c'est-à-dire que ça, c'est lié à la data, toujours pareil. La récolte et analyse de données portant sur les projets passés et présents vont ouvrir d'autres voies aux entreprises. Aujourd'hui, on sait que, là, je vais revenir sur, par exemple, un exemple que j'avais hier soir. J'étais avec un client hier soir.
ce client me disait, la complexité aujourd'hui, c'est que déjà, dans le BTP, les marges sont réduites. Par exemple, il y a une étude qui a été faite, c'est qu'au niveau international, la marge des entreprises de BTP sont entre 2%, qui rend les choses compliquées. Surtout, par exemple, dans le cas d'aujourd'hui, du Covid, où les gens de déconfinement, avec des changements de processus, les marges vont encore être un petit peu, on va gratter encore un peu sur cette marge. Pourquoi? Parce que, par exemple, un entrepreneur PME hier soir me disait que lui, par exemple, pour relancer son activité, il a été obligé de dépenser pour la distanciation sociale 15 000 € pour mettre ses équipes sur le terrain. Voilà, c'est-à-dire que la marge, lui, aujourd'hui, il cherche des solutions dans le digital pour pouvoir dire, OK, maintenant, je dois augmenter ma productivité et pour augmenter ma productivité, je dois digitaliser mes processus pour mieux comprendre où je peux intervenir et comment. Et ben en fait, c'est pour ça que lui, il utilise aujourd'hui ZotData. Voilà pour ces 5 piliers. Alors, ZotData, en fait, c'est avant tout un outil métier. Cet outil métier est basé sur 3 éléments, c'est-à-dire que le côté intuitif, ergonomique et simple. Nous, on s'adresse au secteur du BTP. Ils n'ont pas le temps et ils sont débordés, surtout en ce moment. Les équipes terrain comme bureau, le temps, c'est vraiment compté. Et c'est pour ça qu'en fait, on a fait un outil qui, lui, est basé sur une prise en main rapide pour que l'outil ne prenne pas 6 mois. On ne veut pas faire une usine à gaz qui soit compliquée à prendre en main. Le but, c'est qu'on fasse un outil qui permet, par exemple, je vous montre cette slide. Voilà, vous voyez le planning de Gantt qu'il y a sur cette slide. Ça, c'est par exemple un planning comme ça, moi je l'ai fait en une demi-heure. Et un entrepreneur, une fois qu'il a pris en main en quelques heures, il peut créer un planning comme ça, un vrai planning. Là, ce que vous voyez là, c'est un planning d'un chantier d'une maison. Et il peut faire ça, mais rapidement, très rapidement, et vraiment accessible à tout entrepreneur, que ce soit un TPE qui lui a jamais utilisé un planning de Gantt, ben, grâce à ce fonctionnement qu'on a mis en place, à ce système, il peut créer une vraie planification et non plus faire ça soit sur papier ou soit sur format Excel qui après est compliqué à interagir dessus, comme par exemple dans le changement des retards que génère le Covid par exemple. Alors, voilà. Maintenant, si vous avez, je vous ai raconté un petit peu tout, c'est-à-dire vous avez ici le zotdata.com sur lequel vous pouvez avoir plus d'informations. N'hésitez pas à m'appeler, vous voyez mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez désirer plus d'informations. Je me permets juste rapidement, normalement dans les personnes qui sont en train de regarder, il y a Monsieur Grondin de la société GP Construction. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux activer ton micro, s'il vous plaît? C'est un de nos clients. Et je lui ai demandé justement de donner son avis, lui, sur il utilise ZotData maintenant depuis avant le confinement, et s'il peut donner son avis. Oui, bonjour. Merci à toi, merci à toi, Rémi. Merci à toi, Johnny. Donc, je vais rapidement présenter l'entreprise. Donc, PG Structure, c'est 30 salariés, 80% de marché public et 20% de privé. On fait de la charpente, couverture et bardage métallique. Voilà. Donc, avec Johnny, il nous a approché en fin d'année dernière et donc son projet nous avait séduit. On a fait confiance à ZotData. On a mis en place l'outil pendant la période de confinement. Et aujourd'hui, je vais vous dire les 3 points que nous, on utilise quotidiennement avec le logiciel ZotData. Donc, le premier, c'est le partage de photos. Donc, c'est une révolution chez nous. En fait, je pense que vous êtes un peu tous comme moi. On prend des photos de chantier, sauf que pour ensuite ramener ça sur le disque dur, ranger dans le bon chantier, etc., bon, ça prend une plombe. Donc, on fait ça la moitié du temps. Avec ZotData, c'est un raisonnement par l'absurde, ce qui fonctionne très, très bien. Quand on arrive sur un chantier, on ouvre l'application ZotData, on dit sur quel chantier est-ce qu'on est, et lorsqu'on va prendre la photo, du coup, la photo va se ranger directement dans la bonne tâche du bon chantier présélectionné. Donc, ça paraît tout simple, mais ça règle une grosse partie de nos problèmes de partage de photos. Donc, ça, c'est utilisé quotidiennement par mes collaborateurs et moi-même. Le deuxième point pour lequel on a pu utiliser ZotData, c'est le pointage de l'ensemble de nos salariés.
de chantier et en atelier. Donc effectivement, aujourd'hui, enfin juste avant ZData, ce qu'on faisait, c'était toujours avec la petite navette lundi, mardi jusqu'au vendredi, où chacun va noter ça à la main, puis ensuite va ranger dans la bannette qui va finir à la poubelle au final peut-être. Donc nous aujourd'hui, on fait l'ensemble des pointages sur ZData et par chantier et par tâche et même par sous-tâche. Donc, ce qui va ramener in fine donc un pointage complet par ressource en fin de mois, mais surtout un pointage par chantier. Donc, c'est tout de suite un analytique qui est disponible en temps réel. C'est un gros point, c'est une grosse avancée chez nous. Donc, merci pour ça, Johnny. Et le troisième des points, du coup, qui fait qu'on utilise beaucoup ZData, c'est les situations d'avancement. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on va venir pointer sur le logiciel ZData, ça va développer un crédit d'heure. Forcément, ce crédit d'heure correspond à un pourcentage d'avancement du chantier. Donc, in fine, quand on va sortir la situation de travaux de fin de mois par chantier, on a au pesos près le réel à avancer au client. Donc, ces 3 points font que moi, je conseille ZData. On m'a appris que lorsque quelque chose fonctionne, il faut savoir le partager. C'est ce que je fais ce soir. Merci à toi, Johnny, pour cette belle découverte et mes amitiés à Monsieur Winzerit qui m'a formé il y a 10 ans de cela. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, Rémi. Voilà, ça a été juste pour vous donner, c'est-à-dire que c'est pas que mon avis à moi, c'est-à-dire que là, je lui ai rien demandé, il a fait ça très gentiment et je le remercie vraiment de donner son avis sans que je intervienne quoi que ce soit sur son discours. Je vais vous donner juste maintenant pour terminer un dernier exemple. Hier, j'étais avec un client, ce client me disait qu'une chose qui va changer la vie par rapport à son fonctionnement, c'est qu'avant, c'est une société qui a à peu près 35 à 40 employés. Et lui, en fait, il fonctionnait par format Excel pour pouvoir faire tout son suivi de chantier ou ce genre de choses. Et pour faire son suivi de chantier, il était obligé des fois d'ouvrir 10 fichiers Excel. Et il m'a montré un exemple. Pour ouvrir son fichier Excel, ça a pris 3 minutes à peu près. Parce qu'il y a énormément de liens entre chaque page et qui fait que ça rend très complexe pour lui et du temps, de l'énergie pour pouvoir mettre ça en place. Et quand il a découvert ZData, il a dit « Ah, ça va me changer la vie ». Voilà, c'est voilà un petit exemple sur lequel comment ça. Et c'est pour ça que c'est surtout ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un outil simple, intuitif, ergonomique, accessible à tous les entrepreneurs et avec une rapidité de prise en main surtout efficace. Voilà, je termine là-dessus. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des informations, si vous voulez des informations supplémentaires. Je vous remercie tous. Oui, merci en tout cas à tous. Merci à ceux qui n'ont pas pu nous suivre mais qui nous ont salués via le chat. Merci Johnny pour la présentation et pour nous, enfin même au-delà de l'accompagnement qui a été fait au sein de la Technopole, je pense que c'est important de penser à la solvabilité de nos entreprises. Et c'est vrai qu'on est tous parfois dans nos recherches aujourd'hui d'opérations, de nouveaux clients, de stabiliser nos clients. Et c'est vrai que d'avoir des clients aussi qui témoignent pour nous, pour l'entreprise, c'est toujours positif. Je confirme, il n'y a pas eu, il y a pas eu de cachet, mais pour nous, c'est important de pouvoir valoriser tous les acteurs de la chaîne d'innovation, que ce soit l'institution publique, la région, les chambres consulaires comme la chambre de métier de l'artisanat, la Technopole, qui est une association, l'université, donc sur toute cette chaîne de valeur de ce qu'on nous on appelle l'esprit technopolitain, la fertilisation croisée, c'est le rapprochement entre les 3 mondes, et on voit bien que quand les 3 mondes collaborent et quand les 3 mondes de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'entreprise arrivent aussi à se connecter, il ne peut en sortir que de très bons résultats. Peut-être quelques questions remontées ou peut-être pour ceux qui voudront prendre la parole, il y aura aussi un petit temps. Alors pour reprendre un petit peu, oui, on a peut-être l'aide FEDER. Ça serait l'attention de Jean-Pierre. Est-ce que l'aide FEDER pourrait aussi financer l'acquisition d'un outil comme ZData?
Oui, je pense que l'aide FEDER, effectivement, a vocation à financer la transformation digitale des entreprises, donc notamment celle du BTP. Des outils comme celui proposé par ZotData me semble rentrer tout à fait dans les objectifs de cette aide qui a été mise en place en fin d'année dernière. La difficulté qu'on a, et j'ai vu passer d'ailleurs une demande là-dessus, et c'est vrai que c'est une difficulté puisque le FEDER s'est réservé plutôt à des aides d'investissement. Globalement, ce sont des aides à l'investissement pour les entreprises et que souvent, dans le domaine du numérique, des systèmes d'information, de plus en plus, la commercialisation des logiciels, des outils se fait sur des modes plutôt de redevances et d'abonnements mensuels. Et donc, la difficulté qu'on a, c'est que il faut pouvoir avoir en fait et disposer, il faut que les fournisseurs, les prestataires comme ZotData acceptent parfois de forfaitiser un peu la commercialisation de leurs produits pour permettre aux entreprises de monter un dossier FEDER. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, il faut que l'entreprise présente un projet sur une durée, je ne sais pas, de 2 ans. C'est comme ça qu'on en a parlé de ça avec les instructeurs du FEDER. Hein. En tout cas, on peut pas financer des dépenses récurrentes de fonctionnement. Donc, il faut considérer que c'est un investissement pour l'entreprise sur une durée qui va être forfaitisée, par exemple, et présenter le projet sous cette forme-là, de façon à ce que, voilà, une fois que cet investissement sera réalisé, il va permettre d'augmenter la productivité et ensuite l'entreprise, on peut considérer qu'elle va poursuivre ou pas avec l'outil et donc cette fois peut-être sur un mode de paiement avec sous forme d'abonnement. Voilà un petit peu la réponse que je vous apporter. Je ne sais pas quel est le mode de commercialisation de ZotData aujourd'hui, mais je sais que souvent sur les outils logiciels, c'est de plus en plus en mode de SaaS et donc avec des abonnements mensuels. C'est bien ça, c'est-à-dire que ZotData est sous format SaaS. Pourquoi on a choisi ce format? Parce que déjà, il est complètement adapté au secteur du BTP, parce qu'en fonction du chantier, en fonction du volume d'ouvriers et de personnes qui iront sur le terrain, ils pourront prendre la solution la plus adéquate en fonction du chantier, du chantier et la durée du chantier. Ils pourront, en fait, l'avantage, c'est que ils pourront utiliser ça pendant un chantier qui va, par exemple, durer 6 mois, avec un certain nombre d'utilisateurs. Une fois que le chantier est arrêté, les données leur appartiennent et une fois que le chantier reprend, ils vont pouvoir se reconnecter et réutiliser leurs données. Voilà. Oui, donc vraisemblablement sous un format global d'action, l'outil pourrait être éligible à un montage FEDER. Ce qui peut être un argument pour les entreprises de services, hein, de pouvoir aussi avoir des leviers d'aide à la commercialisation et à l'entrée sur des marchés. C'est un peu les principes aussi du Diagino que j'ai présenté tout à l'heure. C'est souvent les prescripteurs ou même les prestataires portent le dispositif en disant OK, j'ai une prestation qui fait X milliers d'euros. Cependant, je porte en même temps une aide soutien qui t'absorbe 50, 60 ou 70% de l'investissement. Ce qui peut être dans un ordre de prescription intéressante de pouvoir en même temps vendre une solution pérenne, efficace et en ayant aussi, c'est une forme d'allègement de charges pour l'entreprise et pour lancer un produit. Il y a d'autres questions peut-être dans le même sens. Alors, juste pour petite chose, on a déjà des entreprises qui nous ont déjà fait cette demande. Ils nous ont demandé est-ce que ZotData est éligible au chèque numérique. Voilà, on a déjà cette demande-là auprès de plusieurs entrepreneurs. Alors, par contre, c'est vrai que le chèque numérique, c'est peut-être moins adapté à des solutions comme ZotData, encore que ça peut se discuter, parce que sur le chèque numérique, on est plutôt quand même sur de la stratégie digitale de communication, de promotion de l'activité, et moins sur de la digitalisation de processus. Voilà, mais bon, ça dépend aussi des montants. Là aussi, on est de toute façon sur des choses un peu forfaitisées
Et donc, il y a une réflexion à avoir aussi du côté de vous, Monsieur Don, sur ces questions-là, pour, à un moment donné, pouvoir faire en sorte que vos clients puissent bénéficier de ces dispositifs qui sont des dispositifs plutôt basés sur l'idée de l'investissement, en fait, par les entreprises sur un outil, plutôt que sur du fonctionnement récurrent. Voilà, c'est un peu la difficulté qu'il faut traiter. Mais bon, ça se traite, hein, on peut arriver à trouver des solutions. Et ensuite, on avait un peu dans le même esprit pour ZotData, c'est est-ce que l'aide FEDER, alors c'est une question de monsieur Damien Bochex de Teralta, est-ce que l'aide FEDER fonctionne-t-elle pour la location d'un CRM? En effet, les CRM peuvent soit être payés via une licence valable une fois, soit être loués sous forme de mensualité pour 1, 2 ou 3 années. Sur cette dernière question, je pense que j'ai répondu. En fait, c'est le même principe, c'est-à-dire que on peut tout à fait financer un projet d'acquisition de CRM. Simplement, bon, il faudra effectivement et plutôt présenter un paiement forfaitaire pour 1 an ou 2 ans de la facture et considérer que c'est un projet où on investit pour 1 an ou 2 ans. C'est logique, hein, parce que les aides FEDER sont vraiment, enfin, encore une fois, je le redis, mais ce sont des aides dans une logique d'investissement. Donc, mais on peut tout à fait accepter dans ce cadre-là, en tout cas à mon sens, hein, je ne suis pas instructeur du dossier FEDER, mais pour moi, dans l'esprit, on peut tout à fait accepter un projet basé sur une durée de 2 ans, par exemple. Alors, c'est un peu le maximum, 2 ans, hein, mais qui permettrait de faire l'acquisition d'un CRM pour 2 ans. Puis ça permet à l'entreprise de ne pas s'engager au-delà. Alors la question est, votre application est-elle adaptée également aux petites entreprises artisanales, surtout ceux qui ont beaucoup de mal avec les outils numériques et eux qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer? Est-ce vraiment un gain de temps pour eux? Car souvent les gérants travaillent également sur les chantiers et il est seul à gérer à côté le côté administratif et gestion. Alors pour répondre à cette question, oui, les ZotData, et c'est-à-dire que là on a montré un exemple d'une société de 30 à 40 salariés, mais par contre ZotData peut être adapté à des très petites entreprises. On a par exemple un client à nous, même 2, qui sont des petites entreprises de 3 personnes. Et aujourd'hui, il m'a appelé en me disant merci parce que ça me permet de visualiser, c'est-à-dire que le fait de faire des plannings où avant il ne faisait pas forcément des plannings sur du long terme, ça permet de visualiser le chantier sur les besoins en matières premières, en outillage et autres, et de gagner en temps et en argent. Voilà, c'est-à-dire que pour répondre à cette question-là, et de toute façon, aujourd'hui, même les petites entreprises font de l'administratif chez eux avec leurs femmes la plupart du temps, qui donnent un coup de main sur la partie administrative. Et aujourd'hui, justement, cette partie-là, c'est donner aussi aux petites entreprises l'opportunité d'utiliser des outils que les autres entreprises aujourd'hui, depuis longtemps, utilisent. Voilà. Merci, monsieur. Avec simplicité, toujours. Merci à vous. Bon, très bien. Après, pour reprendre le fil des questions, on avait monsieur Perrin aussi qui avait une question. Du coup, vous avez fait une remarque, on n'a pas pu en discuter. Je vous laisse vous exprimer. Ouais, ok, merci de donner la parole. Enfin, encore merci à tous les intervenants et alors, je dois dire en particulier à monsieur Dons, parce que ça va attiser ma curiosité sur son application et ça me confirme que c'est un outil qui me semble prometteur. En fait, j'ai fait une petite remarque sur les exosquelettes. C'est qu'effectivement, moi, je suis parmi ceux qui y croient à dur comme fer, mais aujourd'hui, avant d'en voir beaucoup d'avantages, il y a un certain nombre de personnes qui émettent, et on ne sait pas si c'est encore à juste titre ou pas, des réserves sur les éventuels effets secondaires sur finalement le squelette humain proprement dit. C'est-à-dire qu'effectivement, ça apporte au premier niveau des aides importantes, ça permet d'alléger les charges. Moi, j'en ai essayé plusieurs modèles, c'est vrai que c'est surprenant. Par contre, aujourd'hui, ça manque de recul sur la répétitivité de certaines tâches et finalement, ça facilite d'une part le travail, notamment en usine pour faire de l'empaquetage dans des dépôts, choses comme ça, dans des cartons, mais ça peut aussi du coup générer un rythme de travail du coup facilité mais plus important et avoir des effets secondaires. C'est pour ça que c'est pas spécialement Jean-Pierre Perrin qui émet des réserves sur ces exosquelettes, c'est un certain nombre de professionnels de santé, c'est la CGSS par exemple. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui c'est pas quelque chose qui est finançable dans le cadre des aides de la CGSS au TPE du BTP, puisqu'il n'y a pas assez de retour sur le côté réellement
uniquement positif de ces outils, comme ça peut l'être sur des échafaudages ou sur des aides à la manutention. Voilà, c'est juste ce que je voulais signaler. Moi, je trouve que c'est quelque chose aussi de très prometteur, mais aujourd'hui, c'est encore peut-être, ça manque encore à être encore développé, amélioré, et j'espère que ça deviendra vraiment un outil en termes de prévention des risques et d'économie. Voilà, j'en prends pas plus, merci. Merci. Merci pour Merci toutes ces précisions. On avait une question aussi d'Aurélien Joanneau. Question posée pour Monsieur Potier. Quelle durée faut-il compter pour le traitement des dossiers pour les fiches FEDER entre le dépôt du dossier et le versement de l'aide si le dossier est validé? Alors, sur le FEDER, en fait, il y a plusieurs étapes. Alors, bon, déjà, c'est un processus qui est assez long quand même dans l'ensemble, hein. Donc, ça, c'est ma première remarque pour être clair. C'est un processus qui demande aussi d'avoir, pour l'entreprise, d'avoir de la trésorerie, parce que souvent, on vient… enfin, il n'y a pas d'avance sur les FEDER, et donc sur le FEDER, donc ça veut dire qu'il faut avancer les fonds. Alors, c'est aussi un dispositif qui fonctionne très, très bien et qui donne des garanties de financement. Mais donc, c'est un processus qui effectivement est un peu long dans le sens où si le dossier… Alors, il y a déjà un temps où il faut que le dossier soit complet. Donc, le dossier est un dossier qui est administratif, qui n'est pas forcément très compliqué, mais pour des entreprises qui peuvent voilà, ne pas avoir l'habitude avec les questions un peu administratives et les questions de ce type de dossier, ça peut être un petit peu lourd. Elles peuvent faire appel à une aide, à un prestataire pour les accompagner, qui peut d'ailleurs, les prestations de ce prestataire peuvent être prises en charge aussi dans être mis dans l'assiette des dépenses éligibles. Donc, le moment où, quand le dossier est complet, en fait, il faut compter à peu près 4 mois entre le moment où le dossier est complet et le moment où où la convention est signée par les deux parties, la convention de financement. Ensuite, le paiement dépend du rythme du projet et du rythme des investissements de l'entreprise. Si au moment de la signature de la convention, les dépenses ou le projet ne prend qu'un mois, ensuite le paiement, je crois qu'il y a un engagement de 3 semaines sur le paiement, il me semble. Peut-être un peu plus. Donc les paiements peuvent aller en fonction du dépôt des acomptes et du solde. On va dire que les délais vont être entre 1 et 2 mois pour le paiement. Donc en fait, tout ça c'est toujours très difficile de donner des délais. D'ailleurs, mes collègues des guichets parfois sont prudents sur ces questions-là, parce que ça dépend vraiment déjà du dossier, de sa complétude. Donc, on va dire que si le dossier est complet, voilà, les délais que je vous ai donnés sont à peu près ceux qui sont suivis au niveau de la collectivité. Après, on avait une question un peu plus générale. Donc là, donc je m'adresse, normalement, c'était plutôt à la Chambre des métiers, éventuellement à Johnny. Est-ce qu'on peut affirmer que le BIM s'est démocratisé sur le secteur BTP à La Réunion? Rapidement, oui, bah justement, le client avec lequel j'étais hier, qui est une société à peu près de 40 employés, qui fait un certain nombre de chiffres d'affaires, ce client-là m'a dit quelque chose de très, très intéressant. Déjà, il est dans la démarche de digitalisation de sa société. Ça, c'est typiquement de ce qui se passe en ce moment, et il y en a de plus en plus comme ça. Et aussi, il m'a parlé de BIM. Et ça, c'est assez, on ne le voyait pas il y a quelques années. Et là, cette petite société qui n'a pas forcément de bureau d'études et qui a fait des formations spécifiquement pour pouvoir maîtriser Revit, aujourd'hui demande par exemple, quand cette entreprise travaille avec les grands groupes, c'est lui maintenant qui demande à avoir les fichiers IFC, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent un peu le BIM, il demande à avoir les fichiers IFC pour pouvoir mieux travailler avec, pour pouvoir donner à ses collaborateurs une vision 3D, des projets sur lesquels ils vont travailler. Parce que lui, il considère, et lui, cette personne-là, qui est responsable de cette société, aujourd'hui maîtrise Revit, et il est persuadé que lui, comme d'autres entreprises, vont faire demain que le BIM va être démocratisé, mais pour les moyennes entreprises du moins. Et voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui… cette démarche-là, elle est complètement en train de se faire. Les moyennes entreprises, les PME sont en train de se mettre dedans, et ils se disent de toute façon, on va y avoir droit. Alors il faut commencer à faire le premier pas.
D'accord, merci. Il y avait Monsieur Cardia aussi qui voulait intervenir. La maturité du BIM, donc c'est effectivement de plus en plus répandu. En fait, les donneurs d'ordre donc aujourd'hui proposent de répondre à des appels d'offres sur des maquettes et de ce fait, il y a une demande qui commence à s'accélérer. Il y a eu un événement récemment donc qui a fait un peu l'état des lieux, donc notamment sur ce domaine. Il y a donc des métiers comme par exemple ceux qui construisent des structures en métal qui réalisent déjà des ouvrages en 3D et en BIM. Et donc, nous nous lions sur ce secteur aussi pour diffuser ces bonnes pratiques. Et donc, lors de cet événement, il était souligné que les CHLMR étaient déjà bien avancés là-dessus, la CEMADER également, la Chambre des métiers avec la région Réunion bénéficie d'un équipement bientôt qui a été conçu en partie sous BIM. Donc, voilà, il y a une vraie, on peut dire, maturité. Après, c'est vrai qu'il y a quand même, pour les artisans, encore des acquisitions de pratiques à réaliser avec notamment les moyens que nous avons évoqués. Et nous serons là pour cette prise en main. Vas-y, Johnny, et puis après, peut-être qu'on donnera la parole à Madame Boki, qui a posé des questions, et puis peut-être aussi à Madame Pifero, et puis je pense qu'on clôturera, si la classe nous le permet, notre partage et notre soirée notre fin d'après-midi passée ensemble. Johnny, à toi la petite réponse rapide, et puis après Madame Boki, et en finissant peut-être par Madame Pifero. Concernant le BIM, c'est-à-dire que ZotData, aujourd'hui, on est complètement conscient que le BIM, aujourd'hui, est destiné aux grands groupes et au fur et à mesure, ça va descendre dans la hiérarchie, la hiérarchie des entreprises. Sauf qu'aujourd'hui, le BIM est accessible parce qu'on peut faire des formations, parce que ça demande des compétences, ce genre de choses. Et nous, à ZotData, on a aujourd'hui, et c'est ce qui va être fait dans les années qui vont suivre, on est en train de mettre en place une R&D et c'est pour ça qu'on a travaillé avec le CSTB, Centre scientifique technique du bâtiment, grâce à la Technopole qui nous a mis en relation avec ce laboratoire de recherche. Et en fait, on est en train de mettre en place de la R&D pour développer le BIM pour qu'il soit accessible aux TPE-PME et qu'ils puissent travailler sur des appels d'offres publics où il y a une obligation de travailler en BIM pour que justement toute cette chaîne d'acteurs, que ce soit lui, le sous-traitant qui travaille sur les petites tâches, ce genre de choses, qui puisse lui aussi accéder au BIM sans avoir les inconvénients du BIM, c'est-à-dire sans forcément être ingénieur et ne pas forcément maîtriser la maquette numérique sur Revit. Voilà. Très bien. Madame Boki, peut-être, bonjour et merci pour votre patience et votre présence. Merci de me permettre de poser ma question. Elle s'adresse plus précisément à Monsieur Potier. En fait, moi, je suis prestataire extérieur et je monte des dossiers FEDER. Et là, j'étais intéressée, un client avait sollicité pour le dossier transition numérique, la fiche action 325. Et j'avais posé la question au guichet d'accueil FEDER qui m'a répondu que ma prestation, dans ce dossier-là en tout cas, ne pouvait pas faire partie des dépenses éligibles. Écoutez, alors, j'allais dire, c'est eux qui ont toujours raison. Enfin, oui, moi je suis pas instructeur de dossier, je suis directeur d'un service et c'est vrai que il me semblait avoir compris que sur l'ensemble des dossiers FEDER, quelles que soient les fiches, ce type de prestation pouvait être prise en compte. Alors, bon, je vais revoir ma copie, ou en tout cas, je suis désolé d'avoir donné du coup cette information. J'étais persuadé vraiment que c'était le cas, mais je vais re-regarder ça parce que envoyez-moi un petit message. Alors, Martine Boki, je vais essayer de retenir votre nom ou vous m'envoyez un message et puis vous passez par la Technopole si nécessaire, mais en tout cas, je suis voilà, je suis un petit peu étonné. Je pensais que c'était le cas, mais si vous me dites que non. Ceci dit, c'est le guichet d'accueil, hein, c'est pas un instructeur qui m'a répondu, mais la personne a pris contact avec son responsable hiérarchique qui lui a dit que
que c'était pas pour ce dossier-là en tout cas, pour cette fiche action-là en tout cas. Ok, je vous invite quand même à me contacter et je vais vérifier ça. D'accord, avec plaisir. Ok. Madame Piffero, bonsoir. Oui, bonjour à tous. Bonsoir à tous. Alors moi j'avais déjà juste une toute petite remarque sur les exosquelettes pour vous dire que certes il peut y avoir des signes secondaires, mais Airbus l'a mis en place et je peux vous assurer qu'Airbus ils ont des partenaires sociaux très très exigeants. Ils ont des négociations qui ont pris plus d'1 an. Et ça, c'est fait. Donc, je vois pas pourquoi. Enfin, faut peut-être, si vous avez besoin de contacts dans les gens qui ont géré ces dossiers chez Airbus, je peux vous aider. Ça peut être intéressant d'avoir leur feedback sur comment mettre en place des exosquelettes sans justement contrainte pour les personnes. Voilà. Ça, c'était ma première remarque et ma contribution, si je peux. Ensuite, je voulais savoir si, au niveau des aides FEDER et même question pour le chèque numérique, une même entreprise pouvait, pour des projets différents, faire plusieurs demandes. À la suite, bien évidemment, projet après projet. Alors, sur le dispositif chèque numérique, qui est un dispositif sur fonds propres, hein, c'est-à-dire que contrairement au FEDER, il n'y a pas du tout de fonds européens, on a limité le dépôt de dossier pour le moment dans notre cadre à 1 par an. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas déposer plus d'1 dossier par an. Voilà, ça c'est la règle. Pour le FEDER, du coup, je vais être très prudent maintenant dans mes réponses parce que je ne vais pas dire de bêtises. Il me semble qu'à partir du moment où ce sont des projets différents et bien distincts, d'investissements distincts, je pense qu'il peut y avoir plusieurs dossiers sur la partie investissement en tout cas, hein. Ce qui n'est pas du tout le cas sur d'autres aides plus au fonctionnement, mais sur la partie investissement, je pense qu'il peut y avoir plusieurs dossiers. Mais là encore, je dis ça avec beaucoup de prudence. Peut-être que Madame Boki, qui a accompagné quelques entreprises, pourrait nous le dire. Peut-être elle connaît ça, mais… Moi, par sécurité, je pose toujours la question précisément par dossier, parce que suivant le dossier, suivant la fiche action, il y a des choses qui sont pas tout à fait les mêmes, mais pour pas prendre le risque d'arriver à l'instruction et qu'il y ait quelque chose qui soit refusé, moi en général, j'essaie de poser les questions en amont directement aux instructeurs. Donc là, je voudrais pas m'avancer non plus là-dessus. Ok. Non, mais il y a des choses qui sont cumulables, d'autres qui ne le sont pas, mais il n'y a pas vraiment de règles, hein, donc je crois que… Bon, très bien. J'essaierai d'avoir une réponse un peu plus précise alors. Bon, moi je voudrais peut-être c'est vrai que c'est toujours délicat de clôturer les travaux, mais peut-être que les échanges bien évidemment pourront se poursuivre. Moi, ce que je voulais rappeler aussi, c'est on maintient nous enfin dans notre action territoriale et dans notre plan d'action qui est soutenu par la région Réunion, mais également les acteurs soutenant la public et privé, la technopole, certainement reproduire et reconduire alors pas les premières rencontres des innovations du bâti tropical. Je pense que Jérôme Baudemoulin, qui est le responsable TechSud, est avec nous. C'est une action qu'il a fortement aussi pilotée l'année dernière. Et certainement, alors on est en train de voir, parce qu'aujourd'hui, le regroupement ne sont peut-être pas encore tout à fait acceptables, et mais peut-être même en octobre ou en novembre. Mais ce qu'on compte bien, et on vous sollicitera, c'est de reproduire avec nous et de vous avoir en tant que partenaire pour accompagner les deuxièmes rencontres des innovations du bâti tropical et des éco-conceptions, dans lesquelles, bien évidemment, le numérique s'intègre, les innovations, qu'elles soient matérielles, technologiques, s'intègrent. Et on espère que vous puissiez nous retrouver et aussi être partenaire dans cette action territoriale qui avait reçu un très beau succès l'année dernière. Je ne sais pas si Jérôme il est avec nous, mais bon voilà, sachez qu'on vous sollicitera. Ouais, super Jérôme, qui a été quand même un fort pilier sur cette action et sur ce premier démonstrateur d'innovation.
Et donc, voilà, pour clôturer, peut-être je juste vais pour vous dire partager deux, trois petits mots. sur cet élément, juste pour dire que, en effet, ces actions se structurent. Preuve en est qu'à partir de lundi, on a des échanges avec Monsieur Winzerit à ce sujet et que bientôt, les comités de pilotage sera organisés, bien sûr, avec tous les partenaires puisque c'est une expérience et un événement collaboratif qui a été fait avec une très grande partie des partenaires de l'innovation et de l'innovation bâtiment. Donc voilà, ça sera, en tout cas, l'organisation est sur les rails. Oui. Et vraiment, voilà, c'est des communications qu'on vous passera. Alors, on verra sous quel format on le fait. Peut-être qu'on le fera sous un webinaire d'une journée avec des interventions. On fera bien sûr un appel pour que vous puissiez apporter des témoignages, soit dans vos entreprises, dans les solutions proposées du territoire. Il y a des interactions, bien évidemment, dans toute la chaîne de valeur économique et de compétitivité. Donc, on invite aussi, bien évidemment, nos amis mauriciens à venir participer à cette journée. Il y aura une partie, merci Monsieur Marc d'être resté avec nous et au plaisir d'échanger par le biais de la Chambre des métiers régionale et de cette dynamique régionale. Donc, voilà pour notre part, à la contribution que l'outil Technopole apporte sur le territoire. Et bien évidemment, ce BTP qui est au-delà large du numérique, dans lequel le numérique est inclus et en filière parallèle. Donc, là, pour ma part, vraiment, et au nom voilà, du bureau et du conseil d'administration de la Technopole, je vous remercie pour toutes vos participations, pour les questions. N'hésitez pas à revenir sur les contacts qui vous ont contacté si vous aviez des questions ou des mises en relation, que ce soit avec Monsieur Potier, avec Monsieur Alcé Mourouvaille ou Monsieur Stéphane Selecki ou Monsieur Chanfin concernant la Chambre des métiers de l'artisanat et puis bien évidemment la Technopole, Élodie, Jérôme Bonnemoulin, moi-même, nous sommes à votre écoute pour prolonger les échanges et pour répondre ou faire le lien avec les acteurs du territoire. Merci à vous toutes et tous. Je vous souhaite une excellente soirée qui a déjà commencé. Merci aux partenaires et merci surtout à vous, acteurs du territoire.